Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Je vous propose aujourd'hui un nouveau texte de Guy de Maupassant et sans doute le plus connu de tous ces textes, à savoir la nouvelle Le Horla. La version que je vous propose, c'est la version de 1886, c'est-à-dire la version courte. Malgré tout, elle sera en deux parties parce que le texte est quand même assez long. Donc vous aurez aujourd'hui la première partie de la lecture et vous aurez la suite la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner justement pour écouter la suite la semaine prochaine et avoir les notifications dès que la vidéo sortira. Le Horla, première version, 1886. Le docteur Marande, le plus illustre et le plus éminent des aliénistes, avait prié 3 de ses confrères et 4 savants, s'occupant de sciences naturelles, de venir passer 1 heure chez lui dans la maison de santé qu'il dirigeait pour leur montrer un de ses malades. Aussitôt que ses amis furent réunis, il leur dit « Je vais vous soumettre le cas le plus bizarre et le plus inquiétant que j'ai jamais rencontré. D'ailleurs, je n'ai rien à vous dire de mon client, il parlera lui-même. » Le docteur alors sonna. Un domestique fit entrer un homme. Il était fort maigre, d'une maigreur de cadavre, comme sont maigres certains fous que ronge une pensée, car la pensée malade dévore la chair du corps plus que la fièvre ou la phtisie. Ayant salué et s'étant assis, il dit « Messieurs, je sais pourquoi on vous a réunis ici, et je suis prêt à vous raconter mon histoire, comme m'en a prié mon ami le docteur Marande. Pendant longtemps, il m'a cru fou. Aujourd'hui, il doute. Dans quelque temps, vous saurez tous que j'ai l'esprit aussi sain, aussi lucide, aussi clairvoyant que les vôtres, malheureusement pour moi, et pour vous, et pour l'humanité tout entière. Mais je veux commencer par les faits eux-mêmes, par les faits tout simples. Les voici. J'ai 42 ans, je ne suis pas marié, ma fortune est suffisante pour vivre avec un certain luxe. Donc j'habitais une propriété sur les bords de la Seine, à Biessart, près de Rouen. J'aime la chasse et la pêche. Or j'avais derrière moi, au-dessus des grands rochers qui dominaient ma maison, une des plus belles forêts de France, celle de Roumare, et devant moi un des plus beaux fleuves du monde. Ma demeure est vaste, peinte en blanc à l'extérieur, jolie, ancienne, au milieu d'un grand jardin planté d'arbres magnifiques et qui monte jusqu'à la forêt, en escaladant les énormes rochers dont je vous parlais tout à l'heure. Mon personnel se compose, ou plutôt se composait, d'un cocher, un jardinier, un valet de chambre, une cuisinière et une lingère qui était en même temps une espèce de femme de charge. Tout ce monde habitait chez moi depuis 10 à 16 ans, me connaissait ma demeure, le pays, tout l'entourage de ma vie. C'étaient de bons et tranquilles serviteurs. Cela importe pour ce que je vais dire. J'ajoute que la Seine qui longe mon jardin est navigable jusqu'à Rouen, comme vous le savez sans doute, et que je voyais passer chaque jour de grands navires, soit à voile, soit à vapeur, venant de tous les coins du monde. Donc, il y a eu 1 an à l'automne dernier, je fus pris tout à coup de malaise bizarre et inexplicable. Ce fut d'abord une sorte d'inquiétude nerveuse qui me tenait en éveil des nuits entières. Une telle surexcitation que le moindre bruit me faisait tressaillir. Mon humeur s'aigrit. J'avais des colères subites inexplicables. J'appelai un médecin qui m'ordonna du bromure de potassium et des douches. Je me fis donc doucher matin et soir et je me mis à boire du bromure. Bientôt, en effet, je recommençai à dormir, mais d'un sommeil plus affreux que l'insomnie. À peine couché, je fermais les yeux et je m'anéantissais. Oui, je tombais dans le néant, dans un néant absolu, dans une mort de l'être entier dont j'étais tiré brusquement, horriblement, par l'épouvantable sensation d'un poids écrasant sur ma poitrine et d'une bouche qui mangeait ma vie, sur ma bouche. Oh, ces secousses-là, je ne sais rien de plus épouvantable. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans la gorge, et qui râle couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas. Voilà. Je maigrissais d'une façon inquiétante, continue, et je m'aperçus soudain que mon cocher, qui était fort gros, commençait à maigrir comme moi. Je lui demandai enfin « Qu'avez-vous donc, Jean? Vous êtes malade ?» Il répondit « Je crois bien que j'ai gagné la même maladie que monsieur. C'est mes nuits qui perdent mes jours. » Je pensai donc qu'il y avait dans la maison une influence fiévreuse due au voisinage du fleuve,
et j'allais m'en aller pour 2 ou 3 mois, bien que nous fussions en pleine saison de chasse, quand un petit fait très bizarre, observé par hasard, amena pour moi une telle suite de découvertes invraisemblables, fantastiques, effrayantes, que je restai. Ayant soif un soir, je bus un demi-verre d'eau et je remarquai que ma carafe posée sur la commode en face de mon lit était pleine jusqu'au bouchon de cristal. J'eus pendant la nuit un de ces réveils affreux dont je viens de vous parler. J'allumai ma bougie en proie à une épouvantable angoisse, et comme je voulus boire de nouveau, je m'aperçus avec stupeur que ma carafe était vide. Je n'en pouvais croire mes yeux. Ou bien on était entré dans ma chambre, ou bien j'étais somnambule. Le soir suivant, je voulus faire la même épreuve. Je fermai donc ma porte à clé pour être certain que personne ne pourrait pénétrer chez moi. Je m'endormis et je me réveillai comme chaque nuit. On avait bu toute l'eau que j'avais vue 2 heures plus tôt. Qui avait bu cette eau? Moi sans doute, et pourtant je me croyais sûr, absolument sûr, de n'avoir pas fait un mouvement dans mon sommeil profond et douloureux. Alors j'eus recours à des ruses pour me convaincre que je n'accomplissais point ces actes inconscients. Je plaçai un soir, à côté de la carafe, une bouteille de vieux Bordeaux, une tasse de lait dont j'ai horreur, et des gâteaux au chocolat que j'adore. Le vin et les gâteaux demeurèrent intacts. Le lait et l'eau disparurent. Alors, chaque jour, je changeai les boissons et les nourritures. Jamais on ne toucha aux choses solides, compactes, et on ne but, en fait de liquide, que du laitage frais et de l'eau surtout. Mais ce doute poignant restait dans mon âme. N'était-ce pas moi qui me levais, sans en avoir conscience, et qui buvais même les choses détestées? Car mes sens engourdis par le sommeil somnambulique pouvaient être modifiés, avoir perdu leurs répugnances ordinaires et acquis des goûts différents. Je me servis alors d'une ruse nouvelle contre moi-même. J'enveloppai tous les objets auxquels il fallait infailliblement toucher avec des bandelettes de mousseline blanche, et je les recouvris encore avec une serviette de batiste. Puis, au moment de me mettre au lit, je me barbouillai les mains, les lèvres et les moustaches avec de la mine de plomb. À mon réveil, tous les objets étaient demeurés immaculés, bien qu'on y eût touché, car la serviette n'était point posée comme je l'avais mise. Et de plus, on avait bu de l'eau et du lait. Or, ma porte fermée avec une clé de sûreté et mes volets cadenassés par prudence n'avaient pu laisser pénétrer personne. Alors je me posai cette redoutable question. Qui donc était là, toutes les nuits, près de moi? Je sens, messieurs, que je vous raconte cela trop vite. Vous souriez, votre opinion est déjà faite, c'est un fou. J'aurais dû vous décrire longuement cette émotion d'un homme qui, enfermé chez lui, l'Esprit Saint, regarde à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi. J'aurais dû vous faire comprendre cette torture renouvelée chaque soir et chaque matin, et cet invincible sommeil, et ces réveils plus épouvantables encore. Mais je continue. Tout à coup, le miracle cessa. On ne touchait plus à rien dans ma chambre. C'était fini. J'allais mieux d'ailleurs. La gaieté me revenait quand j'appris qu'un de mes voisins, M. Le Gite, se trouvait exactement dans l'état où j'avais été moi-même. Je crus de nouveau à une influence fiévreuse dans le pays. Mon cocher m'avait quitté depuis un mois, fort malade. L'hiver était passé, le printemps commençait. Or, un matin, comme je me promenais près de mon parterre de rosiers, je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une des plus belles roses se casser comme si une main invisible l'eût cueillie. Puis la fleur suivit la courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante, à 3 pas de mes yeux. Saisi d'une épouvante folle, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvai rien. Elle avait disparu. Alors, je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même. Il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination? Je cherchai la tige. Je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement cassée, entre 2 autres roses demeurées sur la branche, car elles étaient 3 que j'avais vues parfaitement. Alors je rentrai chez moi, l'âme bouleversée. Messieurs, écoutez-moi, je suis calme. Je ne croyais pas au surnaturel. Je n'y crois pas même aujourd'hui. Mais à partir de ce moment-là, je fus certain
certain comme du jour et de la nuit qu'il existait près de moi un être invisible qui m'avait hanté, puis m'avait quitté et qui revenait. Un peu plus tard, j'en eus la preuve. Voilà pour cette première partie. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, parce que dès la semaine prochaine, vous pourrez connaître la suite de cette histoire si vous ne la connaissez pas déjà. À très vite!